Merci beaucoup pour cette introduction, honorable membre de cette académie. Je suis très heureux d'être aujourd'hui avec vous pour en effet vous parler l'axe de recherche de mon laboratoire qui visait à étudier les mécanismes par lesquels certaines cellules cancéreuses de certaines tumeurs primitives préférentiellement allaient s'installer dans les os. Alors, comme vous le savez, les métastases sont la cause première de morbidité et de mortalité des patients souffrant de tumeurs solides, mais également de tumeurs sanguines. Et la formation des métastases est une longue aventure biologique où les cellules cancéreuses de la tumeur primaire doivent affronter plusieurs étapes successives pour pouvoir arriver en fait à quitter la tumeur primaire en rompant les barrières naturelles que sont les membranes basales qui limitent les compartiments tissulaires l'un de l'autre, envahir progressivement ces tissus pour pouvoir rencontrer des voies de transport privilégiées que sont les voies lymphatiques ou les voies sanguines, traverser la paroi de ces vaisseaux et se laisser emporter par le flux soit de la lymphe, soit du flux sanguin pour alors plus tard aller s'installer à distance dans un endroit de prédilection et y développer une formation métastatique, une colonie secondaire distincte physiquement de la tumeur primitive. Les cellules vont alors se développer en détruisant souvent par compression les tissus locaux et généralement en créant des dysfonctionnements de l'organe ainsi envahi. Alors, au départ, on pensait que les métastases se développaient de manière, mécanique, c'est simplement par le simple fait que de la perfusion privilégiée de certains organes. Et c'est un médecin, Sir Stephen Paget, qui, en 1889, suite à des autopsies, a remarqué que la distribution des métastases était loin d'être celle qu'on aurait pu prévoir d'après la vascularisation des organes et que, au contraire, certaines tumeurs allaient s'implanter de manière privilégiée dans certains organes spécifiques. Et il a émis sa théorie de la graine et du sol qui proposait que les métastases se développaient à partir d'interactions spécifiques entre certaines cellules cancéreuses qui trouvaient un endroit particulièrement fertile au niveau d'un tissu hôte qui était le sol. Le tissu osseux est un tissu particulièrement apprécié par les cellules cancéreuses métastatiques et en fait va être souvent choisi comme site privilégié pour l'installation de colonies. Ce tissu osseux en fait est très riche en facteurs de croissance. C'est un sol donc très fertile et ces facteurs de croissance qui sont présents dans le tissu osseux garantissent la stabilité du squelette. En effet, vous savez que le tissu osseux est un chantier en continuelle construction-déconstruction et lorsque vous stimulez l'ostéolyse via l'ostéoclasie, eh bien pour garantir qu'il restera un peu d'os, des facteurs de croissance vont stimuler l'ostéogénèse. Et donc, les cellules cancéreuses vont profiter de cette source remarquable de facteurs de croissance et généralement, de manière intéressante, les cellules cancéreuses qui vont choisir les os sont celles qui sont les moins agressives. D'ailleurs, lorsque vous avez, par exemple, une patiente qui a un cancer du sein, qui développe un cancer sélectivement des os, elle va survivre beaucoup plus longtemps que si elle développe des cancers dans d'autres organes, comme au niveau du foie. Donc, on pourrait dire que le squelette va être utilisé par les cellules cancéreuses métastatiques les moins agressives, les moins performantes pour pouvoir être indépendantes de facteurs de croissance. Quels sont les cancers qui vont choisir préférentiellement le squelette et qui sont appelés cancers ostéotropiques? Eh bien, le premier, c'est le cancer du sein, suivi de près par le cancer de la prostate, qui lui, quasi exclusivement, va utiliser le squelette comme site de dissémination, mais également le cancer du poumon, le cancer de la thyroïde et le cancer du col de l'utérus. Alors, les métastases osseuses, même si elles ne tuent pas directement, sont la cause d'un grand nombre de morbidités, notamment des douleurs, des fractures pathologiques, des altérations de la moelle hématopoïétique par occupation de l'espace qu'occupe normalement cette moelle, des compressions de moelle épinière, de l'hypercalcémie au stade terminaux.
Alors, notre hypothèse de travail, en fait, a été inspirée par une observation clinique. Et là, je voulais aussi mentionner le fait, après le remarquable exposé sur la carrière de M. Dedive, que je pense qu'il est fondamental pour la recherche en biomédicale que les médecins soient stimulés à faire de la recherche fondamentale, car la clinique est une source d'inspiration continue remarquable qui permet de poser les bonnes questions et souvent d'utiliser les bons modèles pour pouvoir arriver à des solutions pour les patients, puisque l'objectif de la recherche biomédicale, c'est en effet de soulager les patients, de guérir. Et donc, une de ces hypothèses était que les cellules cancéreuses étaient ostéotropes, c'est-à-dire favorisaient le cancer parce qu'elles étaient capables de se déguiser en cellules osseuses, ce qui leur permettait d'entretenir un dialogue, de pouvoir s'installer dans les os. En fait, et cette hypothèse avait été suggérée par justement cette observation à la fin de mon séjour au National Cancer Institute. En fait, mon superviseur était ami d'un chercheur qui travaillait au Dental Institute sur l'os, et il était venu faire une présentation. Il expliquait que la minéralisation de l'os était préconditionnée par le dépôt de protéines spécifiques dans la substance ostéoïde qui était indispensable pour organiser la cristallisation des sels phosphocalciques sous forme d'hydroxyapatite. Okay. Alors ceci m'a directement inspiré parce que, étant dans une partie de ma vie sénologue, je savais que 40% des cancers du sein étaient diagnostiqués par la découverte, sans la présence de nodules palpables, de microcalcifications. Ce qui était intéressant également, c'est que la majorité des microcalcifications associées au cancer du sein n'étaient pas des oxalates calciques amorphes qu'on trouve souvent associés aux proliférations bénignes, mais bien des cristaux d'hydroxyapatite, très organisés. Donc l'idée, à partir du moment où ce spécialiste de l'os disait l'hydroxyapatite ne peut se former que dans des conditions exceptionnelles lorsqu'on a un environnement qui catalyse la formation, je me suis dit comment est-ce que les cellules cancéreuses mammaires sont capables, ou pourquoi est-ce que les cancers du sein sont capables d'accumuler de telles microcalcifications. Et là, en fait, dans la discussion, ce chercheur, le docteur Larry Fisher, expliquait qu'il y avait une famille de protéines osseuses qu'on appelait les siblings et qui contiennent la cyanuprotéine osseuse ou BSP, l'ostéopontine, la DMP1, la DSPP et la MEPE, qui sont une famille de protéines associées et qui sont divergentes d'un même gène ancestral avec des domaines spécifiques, notamment qui contiennent des sites d'adhésion pour les intégrines que vous connaissez probablement et qui permettent aux cellules de s'attacher à la matrice extracellulaire, mais également des zones très riches en prolines qui vont catalyser notamment la cristallisation des cristaux d'hydroxyapatite. Et donc, en fait, ces protéines sont fondamentales parce qu'elles lient l'hydroxyapatite, vont stimuler leur cristallisation et vont participer de manière primordiale au métabolisme de l'os. L'idée étant que pour qu'un tissu se minéralise, il faut absolument qu'il y ait ces protéines qui soient exprimées. D'où l'hypothèse, est-ce que les cellules cancéreuses qui sont capables d'organiser l'apparition de cristaux d'hydroxyapatite ne seraient-elles pas elles-mêmes capables d'exprimer ces protéines osseuses? Donc, est-ce que les cellules mammaires ne produiraient pas des protéines de l'os? Ce qui était une idée un peu saugrenue, d'ailleurs, et on m'avait fait remarquer que c'était un petit peu avancé d'imaginer qu'on trouverait des protéines de l'os dans le sein. Et j'ai quand même convaincu une de mes doctorantes de faire la recherche dès mon retour à l'université de Liège, car Larry Fisher m'avait donné des anticorps que j'avais remis dans ma valise. Et en effet, 2 ans après mon retour, nous avions été capables de publier la première démonstration que les cellules cancéreuses mammaires, en effet, la majorité produisaient de l'hydroxyapatite. Produisaient de la BSP, pardon. Donc cette BSP, car la BSP est suffisante et nécessaire pour la cristallisation des cristaux d'hydroxyapatite. Donc, c'est-à-dire que vous prenez la BSP, vous la mettez sur une matrice amorphe in vitro, vous mettez du calcium et du phosphate, et à elle seule, elle va initier la cristallisation de ces minéraux osseux. Donc, ceci était déjà intéressant. Ce qui était intéressant également, c'est que nous avions démontré que les microcalcifications, en fait, étaient
dû à cette surproduction de BSP par les cellules cancéreuses qui, en fait, de manière probablement collatérale, initiait la cristallisation d'hydroxyapatite et se fossilisait. Donc finalement, que les microcalcifications, comme vous pouvez le voir ici, ce sont des microcalcifications, et on voit ici un fantôme, une espèce de fossile de cellules cancéreuses avec le reste de noyau. Et finalement, nous avions montré que probablement les microcalcifications étaient un processus actif dû à l'expression de ces protéines. Si donc nous avons émis l'hypothèse que l'expression de cyanoprotéines osseuses pouvait avoir à faire avec le fait que les cellules cancéreuses mammaires allaient de manière sélective se disséminer au niveau des os, en tout cas certains cancers mammaires. Et si la BSP était importante pour le phénomène d'ostéotropisme, alors on devrait s'attendre à la trouver également dans d'autres cancers qui sont ostéotropiques. Et ce que nous avons fait, nous avons démontré que la majorité des cancers de la prostate, en collaboration avec mon ami et collaborateur, le professeur Waltrini, qui est professeur d'urologie à l'Université de Liège, nous avons démontré que plus de 90% des cancers à la prostate expriment des grosses quantités de BSP. On en a trouvé également dans le cancer de la thyroïde et en collaboration avec le professeur Delven dans le cancer du col de l'utérus. Dans le cancer du col de l'utérus, on a vu que l'expression de BSP était associée à la progression de lésions de tissus normaux aux tissus cancéreux invasifs. Et pour le cancer de la prostate, nous avons pu déterminer que la présence de BSP au niveau de la tumeur primaire était prédictive du fait que le patient allait succomber ou pas de sa maladie. Et vous savez qu'un patient qui souffre de cancer de la prostate, dans la majorité des cas, pour ne pas dire dans tous les cas, il décède des conséquences de la dissémination métastatique au niveau du squelette. Ce qui était intéressant, c'est que la présence de BSP permettait de prédire dans un groupe qu'on appelle une zone grise des scores de Gleason, c'est-à-dire entre 5 et 7, on ne sait pas dire si le patient va progresser ou pas. Eh bien, on pouvait de manière significative distinguer un groupe lorsqu'il avait peu de BSP qui allait peu progresser d'un groupe qui allait progresser de manière significative. Nous avons également démontré que les cellules cancéreuses métastatiques qui étaient présentes au niveau du squelette exprimaient beaucoup plus de BSP que la tumeur primaire. Donc finalement, il y avait une espèce de sélection. Donc, plus tard, nous avons démontré que la présence de BSP au niveau de la tumeur primaire était prédictive du risque de la patiente de développer des métastases osseuses. Ce que vous allez voir à la fin de mon intervention a un intérêt. Donc la présence de BSP, non seulement peut expliquer pourquoi les cellules cancéreuses vont dans les os, mais également peuvent prédire chez un patient donné que ce patient a un risque important de développer des métastases osseuses. D'autres collaborateurs, d'autres auteurs qui ont repris nos travaux ont montré que la BSP pouvait être détectée dans le sang, dans le sérum, et que le dosage sérique de la BSP est également prédictif du développement de la progression métastatique squelettique. Ensuite, bien entendu, dans nos travaux, nous avons essayé de comprendre comment la BSP pouvait éventuellement favoriser l'installation de ces cellules cancéreuses métastatiques au niveau du squelette, et nous avons montré d'abord que la BSP servait de lien entre les cellules cancéreuses et les cristaux d'hydroxyapatite et donc l'os. Okay. Ça, nous l'avons montré de manière spécifique via l'intervention de récepteurs particuliers qui sont les récepteurs intégrines alpha V bêta 3. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Nous avons également montré que ces protéines cibling la BSP est également capable d'activer des enzymes, famille d'enzymes importantes dans la progression tumorale que sont les métalloprotéases. Et nous avons montré enfin que la BSP était notamment, entre autres protéines de la famille des siblings, était capable de protéger les cellules cancéreuses de l'attaque du complément, donc une espèce de bouclier contre l'attaque du complément système immunitaire de première ligne, système de défense de première ligne. Enfin, nous avons montré que certaines des siblings étaient des facteurs pro-angiogéniques et qu'elles étaient capables de réguler la création de nouveaux vaisseaux sanguins capillaires nécessaires à la croissance tumorale. En fait, nous avons proposé alors l'hypothèse que l'expression de protéines de la matrice osseuse, et notamment de BSP par les cellules cancéreuses mammaires,
faisait partie d'un concept que nous avons été les premiers au laboratoire de recherche sur le métastase à proposer et qui a été repris et démontré ultérieurement, qui est l'ostéomimétisme. À savoir que la cellule cancéreuse qui veut aller dans l'os va se déguiser en cellule osseuse en exprimant une série de protéines qui lui permettent d'interagir et de dialoguer avec l'os. Et ici, vous voyez par exemple des ostéoblastes qui expriment beaucoup de BSP et des cellules cancéreuses mammaires qui sont dans la même situation. Et donc finalement, elles vont profiter de ce sol fertile qu'est le tissu osseux qui regorge de facteurs de croissance et qui vont assurer leur prolifération. Ensuite, nous avons continué parce qu'on s'est dit si la BSP est exprimée, peut-être que les autres également. Et de manière assez démonstrative, nous avons démontré notamment que la DSPP était exprimée par le cancer de la prostate, donc une autre protéine de la matrice osseuse, et la DMP1 exprimée dans le cancer du poumon. Donc en fait, on arrivait à la conclusion que les cellules cancéreuses ostéotropiques produisaient un ensemble de protéines que normalement sont exprimées par les tissus osseux. Nous avons ensuite collaboré avec le professeur Clézardin de l'Institut Pasteur de Lyon, qui était un spécialiste de la formation des métastases, mais plutôt, lui, dans des modèles animaux murins. Et il avait en fait sélectionné une lignée de cellules cancéreuses mammaires ostéotropiques par le modèle qu'on appelle le modèle d'Argüello, où on injecte des cellules cancéreuses dans le cœur d'une souris. Les cellules vont aller se développer dans les os et d'autres organes. Alors, le professeur Clézardin a récupéré les cellules qui étaient dans les os, les a réinjectées. Il a fait ce cycle une dizaine de fois pour obtenir un clone qui allait uniquement dans les os, qui était hautement ostéotropique et qu'on a appelé le code BO2. Donc, c'était le deuxième code. Et c'est en collaboration avec ce groupe du professeur Clézardin, nous avons étudié la différence au niveau des gènes exprimés entre le clone parental qui allait dans les os mais aussi ailleurs et le clone sélectionné pour être exclusivement ostéotropique. Et ce qui était intéressant, c'est que nous avons montré qu'il y avait un ensemble de gènes qui étaient surexprimés dans le clone ostéotropique et un autre groupe qui était réprimé. Donc il y avait une espèce de carte d'identité transcriptomique dans les cellules qui étaient capables de s'installer dans les os, étaient des cellules qui exprimaient des gènes qui n'étaient pas exprimés dans la lignée parentale. Et de manière remarquable, par une étude in silico, donc en allant dans la littérature, on s'est rendu compte que tous les gènes EGR1, CDH11, CTGF, SPARC, etc., qui étaient surexprimés dans les cellules BO2, étaient des gènes qui étaient surexprimés lors de la différenciation d'un ostéoblaste. Okay. Et parallèlement, tous ceux qui étaient réprimés l'étaient également lors de l'acquisition du phénotype ostéoblastique, renforçant cette hypothèse que les cellules cancéreuses se comportaient un peu comme des ostéoblastes, renforçant cette hypothèse de l'ostéomimétisme comme base de l'ostéotropisme, c'est-à-dire comme base de cette capacité qu'ont les cellules cancéreuses à s'implanter dans les os. Bien sûr, nous avons validé ces observations transcriptomiques au niveau protéique. Et par exemple, ici, vous voyez l'expression de protéines qui sont surexprimées dans les cellules ostéotropiques, qui sont absentes dans la lignée parentale et qui sont surexprimées dans les cellules ostéotropiques, notamment la COX-2, la cadérine 11, et inversement, celles qui sont réprimées dans le BO2, comme vous voyez ici, la S100A4 ou la thrombosphondine 1, eh bien, sont présentes dans la lignée parentale et disparaissent de la lignée ostéotropique. Okay. Nous avons alors vérifié si ces observations qui étaient faites dans un modèle de souris, on pouvait la retrouver chez les patients, et grâce à une collaboration avec le service d'anatomopathologie dirigé à l'époque par le professeur Jacques Baudiver, aujourd'hui par le professeur Philippe Delven, eh bien, nous avons obtenu des collections de lésions. On avait la tumeur primaire, mais également les métastases viscérales ou osseuses, et nous avons pu démontrer, par exemple, que la cadérine 11
était surexprimée dans les métastases osseuses par rapport à la tumeur primaire. La COX-2 également, vous voyez ici, alors que dans la métastase hépatique, il n'y avait pas ce différentiel. D'autre part, que les deux protéines qui étaient sous-exprimées dans la lignée ossyotropique étaient également peu exprimées au niveau des métastases osseuses par rapport à la tumeur primaire, ce qui nous permettait donc de confirmer que les cellules cancéreuses métastatiques sont osteotropiques parce qu'elles sont capables de se déguiser en cellules osseuses, parce qu'elles sont capables d'épouser un phénotype qui leur font ressembler à une cellule osseuse et donc leur ouvre les portes du tissu osseux et notamment leur ouvre la possibilité de bénéficier de ce terrain hautement fertile. Alors, parallèlement, et toujours en collaboration avec le professeur Clézardin, nous avons étudié une famille de composés qu'on appelle les bisphosphonates qui sont particulièrement réputés, utilisés cliniquement de manière, extrêmement importante. Pour le traitement de l'ostéoporose, ce sont les bisphosphonates. Ces bisphosphonates, en fait, ont une forte affinité pour l'hydroxyapatite et sont capables d'inhiber l'ostéoclasie et donc d'altérer ce phénomène d'ostéolyse et vont jouer un rôle dans le traitement de l'ostéoporose, la maladie de Paget et l'hypercalcémie. De manière intéressante, on a montré que les biphosphonates étaient capables d'interférer avec la prolifération, l'invasion et l'adhésion des cellules cancéreuses à l'os et finalement qu'on pouvait prévenir l'implantation de cellules cancéreuses métastatiques au niveau du squelette en donnant un traitement préventif avec ces biphosphonates, et notamment un de ceux-ci a été particulièrement utilisé, c'est le zoledronate, dont une seule dose mensuelle rendait le squelette résistant à l'implantation au niveau de ce squelette osseux, au niveau du tissu squelettique. Okay. Donc finalement, bien sûr, ce que je vous ai raconté, c'est une histoire. Les mécanismes moléculaires impliqués dans l'ostéotropisme sont beaucoup plus compliqués, mais dans l'espace-temps, je ne pouvais me limiter qu'à cette histoire qui est celle que nous avons écrite au laboratoire. Mais nous avons contribué à démontrer que les cellules cancéreuses métastatiques, la graine, vont particulièrement aimer et vont être capables de pouvoir s'implanter au niveau du tissu osseux parce qu'elles expriment un ensemble de gènes, dont ceux appartenant à la famille des siblings, leur permettant de se transformer en cellules osseuses, ce qui leur permet de dialoguer avec le tissu osseux et donc de s'installer et d'établir avec succès une colonie. D'autre part, nous avons montré que le bisphosphonates pouvait, en altérant le sol, rendre ce sol moins utilisable par les cellules cancéreuses et donc être la base d'un traitement préventif du développement de métastases osseuses. Les perspectives de ces recherches qui continuent toujours, bien entendu, dans le laboratoire, mais également, et ça nous en sommes très fiers, nous avons fertilisé le terrain. De nombreuses équipes se sont intéressées aux protéines osseuses et au concept de l'ostéomimétisme. Donc, c'était de valider les siblings comme outil de prédiction, d'évaluer les siblings comme cible thérapeutique et d'autre part d'examiner plus en détail au niveau fondamental le rôle de ces gènes ostéomimétiques lors du développement des métastases osseuses. Alors, pouvons montrer que nous avons fécondé d'autres groupes et inspiré d'autres groupes. Voici une étude récente publiée en août 2013 par un groupe chinois qui montre que la cyanoprotéine osseuse, donc je vous rappelle que la première étude a été publiée en 1994 et qu'en 2013, des équipes travaillent toujours sur cyanoprotéine osseuse et montrent que le taux sérique de cyanoprotéine osseuse permet de prédire le développement de métastases osseuses chez les patients qui ont un cancer de la prostate. Et également en 2013, cette équipe a publié une étude montrant que la BSP pouvait être considérée comme une cible thérapeutique, notamment en utilisant des miRNA ou en tout cas des siRNA, et ils ont montré qu'en réprimant l'expression de BSP, on pouvait inhiber la migration et la formation de métastases osseuses à partir de cellules de cancer du sein.
Ceci termine ma courte intervention. Je voulais bien entendu remercier tous les collaborateurs. L'essentiel de ce travail a été réalisé par ma collaboratrice qui est aujourd'hui maître de recherche au FNRS, le docteur Akela Bellassène, qui dirige une petite équipe de 8 personnes. Ce travail n'aurait pas pu être réalisé sans la collaboration enthousiaste et active du département de pathologie, dirigé pendant la plupart de ses études par le professeur Boniver. Et aujourd'hui, la tradition de cette collaboration se continue avec le professeur Philippe Delven. Et ces recherches n'auront pas pu être réalisées sans le support constant du FNRS, notamment essentiellement via le Télévis, et aussi sans le support du Centre anticancéreux de Liège qui contribue à augmenter nos moyens et de nous permettre de faire une recherche libre, enthousiaste et pas toujours contrôlée. Donc je vous remercie pour votre écoute.